Lettre 59. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Apprenez-moi, si vous le savez, ce que signifie ce radotage de Danceny. Qu'est-il donc arrivé et qu'est-ce qu'il a perdu? Sa belle s'est peut-être fâchée de son respect éternel. Il faut être juste, on se fâcherait à moins. Que lui dirais-je ce soir au rendez-vous qu'il me demande et que je lui ai donné à tout hasard? Assurément, je ne perdrai pas mon temps à écouter ses doléances si cela ne doit mener à rien. Les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu'en récitatif obligé ou en grande ariette. Parenthèse, c'est du vocabulaire d'opéra. Je reprends la phrase. Les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu'en récitatif obligé ou en grande ariette. Instruisez-moi donc de ce qui est et de ce que je dois faire, ou bien je déserte pour éviter l'ennui que je prévois. Pourrais-je causer avec vous ce matin? Si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot et donnez-moi les réclames de mon rôle. Les parenthèses, les réclames de mon rôle, ça c'est du vocabulaire dramatique. La réclame est la fin de la réplique précédente qui annonce à un acteur que c'est à lui d'intervenir. Si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot et donnez-moi les réclames de mon rôle. Où étiez-vous donc hier? Je ne parviens plus à vous voir. En vérité, ce n'était pas la peine de me retenir à Paris au mois de septembre. Décidez-vous pourtant, car je viens de recevoir une invitation fort pressante de la comtesse de pour aller la voir à la campagne. Et, comme elle me le mande assez plaisamment, ouvrez les guillemets, son mari a le plus beau bois du monde qu'il conserve soigneusement pour les plaisirs de ses amis. Or, vous savez que j'ai bien quelques droits sur ce bois-là, et j'irai le revoir si je ne vous suis pas utile. Adieu, songez que Danceny sera chez moi sur les 4 heures. Lettre du 8 septembre. Lettre 60. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont, incluse dans la précédente. Ah, monsieur, je suis désespéré, j'ai tout perdu. Je n'ose confier au papier le secret de mes peines, mais j'ai besoin de les répandre dans le sein d'un ami fidèle et sûr. À quelle heure pourrais-je vous voir et aller chercher auprès de vous des consolations et des conseils? J'étais si heureux le jour où je vous ouvris mon âme. À présent, quelle différence? Tout est changé pour moi. Ce que je souffre pour mon compte n'est encore que la moindre partie de mes tourments. Mon inquiétude sur un objet bien plus cher, voilà ce que je ne puis supporter. Plus heureux que moi, vous pourrez l'avoir, et j'attends de votre amitié que vous ne me refuserez pas cette démarche. Mais il faut que je vous parle, que je vous instruise. Vous me plaindrez, vous me secourrez, je n'ai d'espoir qu'en vous. Vous êtes sensible, vous connaissez l'amour, et vous êtes le seul à qui je puisse me confier. Ne me refusez pas vos secours. Adieu, monsieur, le seul soulagement que j'éprouve dans ma douleur est de songer qu'il me reste un ami tel que vous. Faites-moi savoir, je vous prie, à quelle heure je pourrais vous trouver. Si ce n'est pas ce matin, je désirerais que ce fût de bonne heure dans l'après-midi. Lettre du 8 septembre. Lettre 61. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Ma chère Sophie, plainte à Cécile, ta pauvre Cécile, elle est bien malheureuse. Maman sait tout. Oh my God. Je ne conçois pas comment elle a pu se douter de quelque chose, et pourtant elle a tout découvert. Hier au soir, maman me parut bien avoir un peu d'humeur, mais je n'y fis pas grande attention, et même, en attendant que sa partie fût finie, je causai très gaiement avec madame de Merteuil qui avait soupé ici, et nous parlâmes beaucoup de Danceny. Je ne crois pourtant pas qu'on ait pu nous entendre. Elle s'en alla, et je me retirai dans mon appartement. Je me déshabillai quand maman entra et fit sortir ma femme de chambre. Elle me demanda la clé de mon secrétaire. Le ton dont elle me fit cette demande me causa un tremblement si fort que je pouvais à peine me soutenir. Je faisais semblant de ne la pas trouver,
Mais enfin, il fallut obéir. Le premier tiroir qu'elle ouvrit fut justement celui où étaient les lettres du chevalier d'Ancenis. J'étais si troublé que, quand elle me demanda ce que c'était, je ne sus lui répondre autre chose, sinon que ce n'était rien. Mais quand je la vis commencer à lire celle qui se présentait la première, je n'eus que le temps de gagner un fauteuil, et je me trouvai mal au point que je perdis connaissance. Aussitôt que je revins à moi, ma mère, qui avait appelé ma femme de chambre, se retira en me disant de me coucher. Elle a emporté toutes les lettres de Danceny. Je frémis toutes les fois que je songe qu'il me faudra reparaître devant elle. Je n'ai fait que pleurer toute la nuit. Je t'écris au point du jour, dans l'espoir que Joséphine viendra. Si je peux lui parler seule, je la prierai de remettre chez Madame de Merteuil un petit billet que je vais lui écrire. Sinon, je le mettrai dans ta lettre, et tu voudras bien l'envoyer comme de toi. Ce n'est que d'elle que je puis recevoir quelque consolation. Au moins, nous parlerons de lui, car je n'espère plus le voir. Je suis bien malheureuse. Elle aura peut-être la bonté de se charger d'une lettre pour Danceny. Je n'ose pas me confier à Joséphine pour cet objet, et encore moins à ma femme de chambre, car c'est peut-être elle qui aura dit à ma mère que j'avais des lettres dans mon secrétaire. Je ne t'écrirai pas plus longuement, parce que je veux avoir le temps d'écrire à Madame de Merteuil, et aussi à Danceny, pour avoir ma lettre toute prête si elle veut bien s'en charger. Après cela, je me recoucherai, pour qu'on me trouve au lit quand on entrera dans ma chambre. Je dirai que je suis malade, pour me dispenser de passer chez maman. Je ne mentirai pas beaucoup. Sûrement je souffre plus que si j'avais la fièvre. Les yeux me brûlent à force d'avoir pleuré, et j'ai un poids sur l'estomac qui m'empêche de respirer. Quand je songe que je ne verrai plus Danceny, je voudrais être morte. Adieu, ma chère Sophie. Je ne peux pas t'en dire davantage. Les larmes me suffoquent. Lettre du 7 septembre. Nota bene. On a supprimé la lettre de Cécile Volanges à la marquise de Merteuil parce qu'elle ne contenait que les mêmes faits que les mêmes faits de la lettre précédente et avec moins de détails. Celle au chevalier d'Ancenis ne s'est point retrouvée. On en verra la raison dans la lettre 63 de Madame de Merteuil au vicomte. Lettre 62, Madame de Volanges au chevalier d'Ancenis. Après avoir abusé, monsieur, de la confiance d'une mère et de l'innocence d'un enfant, vous ne serez pas surpris, sans doute, de ne plus être reçu dans une maison où vous n'avez répondu aux preuves de l'amitié la plus sincère que par l'oubli de tous les procédés. Je préfère de vous prier de ne plus venir chez moi à donner des ordres à ma porte qui nous compromettraient tous également par les remarques que les valets ne manqueraient pas de faire. J'ai droit d'espérer que vous ne me forcerez pas à recourir à ce moyen. Je vous préviens aussi que si vous faites à l'avenir la moindre tentative pour entretenir ma fille dans l'égarement où vous l'avez plongée, une retraite austère et éternelle la soustraira à vos poursuites. C'est à vous de voir, monsieur, si vous craindrez aussi peu de causer son infortune que vous avez peu craint de tenter son déshonneur. Quant à moi, mon choix est fait, et je l'en ai instruite. Vous trouverez ci-joint le paquet de vos lettres. Je compte que vous me renverrez en échange toutes celles de ma fille, et que vous vous prêterez à ne laisser aucune trace d'un événement dont nous ne pourrions garder le souvenir, moi sans indignation, elle sans honte, et vous sans remords. J'ai l'honneur d'être, etc., etc., etc. Lettre du 7 septembre. Lettre 63. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Vraiment, oui, je vous expliquerai le billet de Danceny. L'événement qui le lui a fait écrire est mon ouvrage, et c'est, je crois, mon chef-d'œuvre. Je n'ai pas perdu mon temps depuis votre dernière lettre,
et j'ai dit comme l'architecte athénien, ce qu'il a dit, je le ferai. Parenthèse, ça c'est une citation, ce qu'il a dit, je le ferai, qui fait référence encore une fois au roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse. Et c'est un beau parleur qui décrit un temple superbe, et un homme arrive après, qui se contente d'affirmer ce qu'il a dit, je le ferai. Voilà, je reprends. Il lui faut donc des obstacles à ce beau héros de roman, et il s'endort dans la félicité. Oh, qu'il s'en rapporte à moi, je lui donnerai de la besogne, et je me trompe ou son sommeil ne sera plus tranquille. Il fallait bien lui apprendre le prix du temps, et je me flatte qu'à présent il regrette celui qu'il a perdu. Il fallait, dites-vous aussi, qu'il eût besoin de plus de mystère. Eh bien, ce besoin-là ne lui manquera plus. J'ai cela de bon, moi, c'est qu'il ne faut pas me faire apercevoir de mes fautes. Je ne prends point de repos que je n'ai tout réparé. Apprenez donc ce que j'ai fait. En rentrant chez moi avant-hier matin, je lus votre lettre. Je la trouvais lumineuse. Persuadé que vous aviez très bien indiqué la cause du mal, je ne m'occupais plus qu'à trouver le moyen de la guérir. Je commençais pourtant par me coucher, car l'infatigable chevalier ne m'avait pas laissé dormir un moment, et je croyais avoir sommeil. Mais point du tout. Tout entière à Danceny, le désir de le tirer de son indolence ou de l'en punir ne me permit pas de fermer l'œil, et ce ne fut qu'après avoir bien concerté mon plan que je pus trouver 2 heures de repos. J'allai le soir même chez Madame de Volanges, et, suivant mon projet, je lui fis confidence que je me croyais sûr qu'il existait entre sa fille et Danceny une liaison dangereuse. Cette femme, si clairvoyante contre vous, était aveuglée au point qu'elle me répondit d'abord qu'à coup sûr je me trompais, que sa fille était un enfant, etc., etc. Je ne pouvais pas lui dire tout ce que j'en savais, mais je citais des regards, des propos, dont ma vertu et mon amitié s'alarmaient. Je parlais enfin presque aussi bien qu'aurait pu faire une dévote, et, pour frapper le coup décisif, j'allais jusqu'à dire que je croyais avoir vu donner et recevoir une lettre. Cela me rappelle, ajoutai-je, qu'un jour elle ouvrit devant moi un tiroir de son secrétaire, dans lequel je vis beaucoup de papiers, que sans doute elle conserve. Lui connaissez-vous quelque correspondance fréquente ? Ici la figure de Madame de Volanges changea, et je vis quelques larmes rouler dans ses yeux. Je vous remercie, ma digne amie, me dit-elle, en me serrant la main. Je m'en éclaircirai. Après cette conversation trop courte pour être suspecte, je me rapprochai de la jeune personne. Je la quittai bientôt après pour demander à la mère de ne pas me compromettre vis-à-vis de sa fille, ce qu'elle me promit d'autant plus volontiers que je lui fis observer combien il serait heureux que cet enfant prît assez de confiance en moi pour m'ouvrir son cœur et me mettre à portée de lui donner mes sages conseils. Ce qui m'assure qu'elle me tiendra sa promesse, c'est que je ne doute pas qu'elle ne veuille se faire honneur de sa pénétration auprès de sa fille. Je me trouvais par là autorisé à garder mon ton d'amitié avec la petite, sans paraître fausse aux yeux de Madame de Volanges, ce que je voulais éviter. J'y gagnais encore d'être par la suite aussi longtemps et aussi secrètement que je voudrais avec la jeune personne, sans que la mère en prît jamais ombrage. J'en profitais dès le soir même, et après ma partie finie, je chambrai la petite dans un coin, et la mis sur le chapitre de Danceny sur lequel elle ne tarit jamais. Parenthèse, chambrer ici, ça veut pas dire comme quand on se moque de quelqu'un. C'est un terme du lexique militaire. Et en fait, ça veut dire loger ensemble sous une même tente ou dans une même chambre. Enfin, c'est un mot construit sur la base du mot chambre, quoi. Je reprends. J'en profitais dès le soir même, et après ma partie finie, je chambrai la petite dans un coin, et la mis sur le chapitre de Danceny sur lequel elle ne tarit jamais. Je m'amusais à lui monter la tête sur le plaisir qu'elle aurait à le voir le lendemain,
Il naît sorte de folie que je ne lui ai fait dire. Il fallait bien lui rendre en espérance ce que je lui ôtais en réalité. Et puis, tout cela devait lui rendre le coup plus sensible, et je suis persuadé que plus elle aura souffert, plus elle sera pressée de s'en dédommager à la première occasion. Il est bon d'ailleurs d'accoutumer aux grands événements quelqu'un qu'on destine aux grandes aventures. Après tout, ne peut-elle pas payer de quelques larmes le plaisir d'avoir son Danceny? Elle en raffole. Eh bien, je lui promets qu'elle l'aura, et plutôt même qu'elle ne l'aurait eu sans cet orage. C'est un mauvais rêve dont le réveil sera délicieux, et à tout prendre, il me semble qu'elle me doit de la reconnaissance. Au fait, quand j'y aurais mis un peu de malice, il faut bien s'amuser. Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs. Euh, Parenthèse, ça c'est une citation tirée de la pièce de théâtre Le Méchant de Gresset, et qui a été repris par un certain Armand Pierre Jacquin, qui a écrit un livre qui s'appelle Entretien sur les romans. C'est une phrase qui illustre l'égoïsme dans les milieux mondains. Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs. Je continue. Je me retirai enfin, fort contente de moi. Où Danceny, me disais-je, animé par les obstacles, va redoubler d'amour, et alors je le servirai de tout mon pouvoir. Ou, si ce n'est qu'un sot, comme je suis tenté quelquefois de le croire, il sera désespéré et se tiendra pour battu. Or, dans ce cas, au moins me serais-je vengé de lui autant qu'il était en moi. Chemin faisant, j'aurais augmenté pour moi l'estime de la mère, l'amitié de la fille et la confiance de toutes deux. Quant à Gercourt, premier objet de mes soins, je serais bien malheureuse ou bien maladroite si, maîtresse de l'esprit de sa femme, comme je le suis et va l'être plus encore, je ne trouvais pas 1000 moyens d'en faire ce que je veux qu'il soit. Je me couchais dans ces douces idées. Aussi, je dormis bien et me réveillai fort tard. À mon réveil, je trouvai 2 billets, un de la mère et un de la fille, et je ne pus m'empêcher de rire en trouvant dans tous deux littéralement cette même phrase. C'est de vous seul que j'attends quelque consolation. C'est de vous seul que j'attends quelque consolation. N'est-il pas plaisant, en effet, de consoler pour et contre, et d'être le seul agent de 2 intérêts directement contraires? Me voilà comme la divinité, recevant les vœux opposés des aveugles mortels, et ne changeant rien à mes décrets immuables. J'ai quitté pourtant ce rôle auguste pour prendre celui d'ange consolateur, et j'ai été, suivant le précepte, visiter mes amis dans leur affliction. J'ai commencé par la mère, je l'ai trouvée d'une tristesse qui déjà vous venge en partie des contrariétés qu'elle vous a fait éprouver de la part de votre belle prude. Tout a réussi à merveille. Ma seule inquiétude était que Madame de Volanges ne profitât de ce moment pour gagner la confiance de sa fille, ce qui eût été bien facile en employant avec elle que le langage de la douceur et de l'amitié, et en donnant au conseil de la raison l'air et le ton de la tendresse indulgente. Par bonheur, elle s'est armée de sévérité. Elle s'est enfin si mal conduite que je n'ai eu qu'à applaudir. Il est vrai qu'elle a pensé rompre tous nos projets par le parti qu'elle avait pris de faire rentrer sa fille au couvent, mais j'ai paré ce coup et je l'ai engagée à en faire seulement la menace dans le cas où Danceny continuerait ses poursuites, afin de les forcer tous deux à une circonspection que je crois nécessaire pour le succès. Ensuite, j'ai été chez la fille. Vous ne sauriez croire combien la douleur l'embellit. Pour peu qu'elle prenne de coquetterie, je vous garantis qu'elle pleurera souvent. Pour cette fois, elle pleurait sans malice. Frappé de ce nouvel agrément que je ne lui connaissais pas et que j'étais bien aise d'observer, je ne lui donnais d'abord que des consolations gauches qui augmentent plus les peines qu'elles ne les soulagent, et par ce moyen je l'amenais au point d'être véritablement suffoquée. Elle ne pleurait plus,
et je craignis un moment les convulsions. Je lui conseillai de se coucher, ce qu'elle accepta. Je lui servis de femme de chambre. Elle n'avait point fait de toilette, et bientôt ses cheveux épars tombèrent sur ses épaules et sur sa gorge entièrement découverte. Je l'embrassai. Elle se laissa aller dans mes bras, et ses larmes recommencèrent à couler sans effort. Dieu, qu'elle était belle! Ah! Si Madeleine était ainsi, elle dut être bien plus dangereuse, pénitente que pécheresse. Parenthèse, hein, référence à Marie-Madeleine, la courtisane, prostituée, je sais pas trop, du Christ. Je reprends. Ah, si Madeleine était ainsi, elle dut être bien plus dangereuse, pénitente que pécheresse. Quand la belle désolée fut au lit, je me mis à la consoler de bonne foi. Je la rassurai d'abord sur la crainte du couvent. Je fis naître en elle l'espoir de voir Danceny en secret, et, m'asseyant sur le lit, s'il était là, lui dis-je, puis, brodant sur ce thème, je la conduisis de distraction en distraction à ne plus se souvenir du tout qu'elle était affligée. Parenthèse, ça c'est quand même un aspect étonnant, quoi. Il y a une vraie relation sensuelle et sexuelle entre Merteuil et Cécile. Je reprends. Nous nous serions séparées parfaitement contentes l'une et l'autre si elle n'avait voulu me charger d'une lettre pour Danceny, ce que j'ai constamment refusé. En voici les raisons que vous approuverez sans doute. D'abord, celle que c'était me compromettre vis-à-vis de Danceny, et si c'était la seule dont je pus me servir avec la petite, il y en avait beaucoup d'autres de vous à moi. Ne serait-ce pas risquer le fruit de mes travaux que de donner sitôt à nos jeunes gens un moyen si facile d'adoucir leur peine? Et puis, je ne serais pas fâché de les obliger à mêler quelques domestiques dans cette aventure. Car enfin, si elle se conduit à bien comme je l'espère, il faudra qu'elle se sache immédiatement après le mariage, et il y a peu de moyens plus sûrs pour la répandre. Ou, si par miracle il ne parlait pas, nous parlerions nous, et il sera plus commode de mettre l'indiscrétion sur leur compte. Il faudra donc que vous donniez aujourd'hui cette idée à Danceny, et comme je ne suis pas sûr de la femme de chambre de la petite Volanges, dont elle-même paraît se défier, indiquez-lui la mienne, ma fidèle Victoire. J'aurai soin que la démarche réussisse. Cette idée me plaît d'autant plus que la confidence ne sera utile qu'à nous et point à eux, car je ne suis pas à la fin de mon récit. Pendant que je me défendais de me charger de la lettre de la petite, je craignais à tout moment qu'elle ne me proposât de la mettre à la petite poste, ce que je n'aurais guère pu refuser. Parenthèse, la petite poste, c'est une poste à l'intérieur de Paris, où je pense que c'est possible de poster la lettre sans qu'on sache qui l'envoie. Donc Merteuil pourrait tout à fait faire passer une lettre à Danceny sans que ça la compromette, sans que son nom apparaisse. Je continue. Heureusement, soit trouble, soit ignorance de sa part, ou encore qu'elle tint moins à la lettre qu'à la réponse, qu'elle n'aurait pas pu avoir par ce moyen. Elle ne m'en a point parlé, mais pour éviter que cette idée ne lui vînt, ou au moins qu'elle ne pût s'en servir, je pris mon parti sur le champ, et en rentrant chez la mère, je l'ai décidé à éloigner sa fille pour quelque temps, à la mener à la campagne. Et où? Le cœur ne vous bat pas de joie? Chez votre tante, chez la vieille Rosemonde. Elle doit l'en prévenir aujourd'hui. Ainsi, vous voilà autorisé à aller retrouver votre dévote, qui n'aura plus à vous objecter le scandale du tête-à-tête. Et grâce à mes soins, Madame de Volanges réparera elle-même le tort qu'elle vous a fait. Mais écoutez-moi et ne vous occupez pas si vivement de vos affaires que vous perdiez celle-ci de vue. Songez qu'elle m'intéresse. Je veux que vous vous rendiez le correspondant et le conseil des deux jeunes gens. Apprenez donc ce voyage à Danceny et offrez-lui vos services. Ne trouvez de difficulté qu'à faire parvenir entre les mains de la belle votre lettre de créance, et levez cet obstacle sur le champ
en lui indiquant la voie de ma femme de chambre. Il n'y a point de doute qu'il n'accepte, et vous aurez, pour prix de vos peines, la confidence d'un cœur neuf qui est toujours intéressante. La pauvre petite, comme elle rougira en vous remettant sa première lettre. Au vrai, ce rôle de confident contre lequel il s'est établi des préjugés me paraît un très joli délassement quand on est occupé d'ailleurs, et c'est le cas où vous serez. Parenthèse. Bon, c'est un peu confus, je trouve, là, mais l'objectif de Merteuil, c'est simplement que Valmont, que les lettres transitent par Valmont, y compris les lettres de la petite Volange. Donc il aura accès aux confidences des deux jeunes gens. Je continue. C'est de vos soins que va dépendre le dénouement de cette intrigue. Jugez du moment où il faudra réunir les acteurs. La campagne offre 1000 moyens, et Danceny à coup sûr sera prêt à s'y rendre à votre premier signal. Une nuit, un déguisement, une fenêtre, que sais-je moi. Mais enfin, si la petite fille en revient telle qu'elle y aura été, je m'en prendrai à vous. Si vous jugez qu'elle ait besoin de quelque encouragement de ma part, mandez-le-moi. Je crois lui avoir donné une assez bonne leçon sur le danger de garder des lettres, pour oser lui écrire à présent, et je suis toujours dans le dessein d'en faire mon élève. Je crois avoir oublié de vous dire que ses soupçons au sujet de sa correspondance trahie s'étaient portés d'abord sur sa femme de chambre, et que je les ai détournés sur le confesseur. C'est faire d'une pierre deux coups. Adieu, vicomte. Voilà bien longtemps que je suis à vous écrire, et mon dîner en a été retardé, mais l'amour-propre et l'amitié dictaient ma lettre, et tous deux sont bavards. Au reste, elle sera chez vous à 3 heures, et c'est tout ce qu'il vous faut. Plaignez-vous de moi à présent, si vous l'osez, et allez revoir, si vous en êtes tenté, le bois du comte de B. Vous dites qu'il le garde pour le plaisir de ses amis ? Cet homme est donc l'ami de tout le monde ? Mais adieu, j'ai faim. Lettre du 9 septembre.